Chaque fin d'année, c'est la même histoire. Des tableaux Excel, des deadlines qui se rapprochent, des arbitrages à défendre et ce fameux moment que l'on adore autant que l'on redoute, le plan marketing. Un exercice passionnant mais aussi très stressant car souvent fait dans l'urgence. Parce qu'à cette période de l'année, vous avez encore la tête dans le guidon. Gérer les campagnes Q4, finaliser les projets de l'année et atteindre les objectifs. Et en parallèle, on vous demande de préparer l'année suivante. Définir où est-ce que vous allez mettre votre énergie, votre budget et vos ressources. Bref, une véritable feuille de route qui va conditionner votre année et sur laquelle vous allez être challengé. Alors si vous êtes en plein dedans, que vous en êtes à la V5, que vous êtes en last minute et que vous aussi, on vous demande de faire plus avec moins, cet épisode est fait pour vous. Comment faire pour construire un plan qui reflète vos enjeux business, respecte vos contraintes budgétaires et vous donnera une véritable trajectoire pour exécuter tout au long de l'année. Pour le savoir, j'ai invité à mon micro Jennifer Ablin, Head of Marketing chez A-Team. Une solution pour offrir une expérience collaborateur mémorable de l'onboarding à l'offboarding tout en facilitant la vie des RH. Jennifer construit des plans marketing depuis 9 ans et c'est l'un de ses exercices favoris. Elle a accompagné à la fois des équipes early stage mais également des équipes plus structurées, ce qui fait qu'elle a vu passer tout un tas de situations. Les années où tout s'accélère, celles où il faut couper les budgets et celles où il faut réorganiser. Ensemble, on va parler des grandes étapes pour construire son plan marketing, de comment défendre son budget auprès du top management et enfin de comment embarquer ses équipes pour s'assurer de la bonne exécution du plan. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Hello Jennifer ! Salut Léa, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super, merci. Bienvenue sur le podcast, très contente de te recevoir. Ravie de pouvoir le faire avec toi. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler plan marketing et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que toi t'abordes cet exercice en fin d'année, savoir quel est un peu le mood, parce que je sais qu'il y a les priorités Q4, il faut déjà préparer l'année prochaine, ça fait beaucoup de choses en même temps, donc savoir un petit peu dans quel état d'esprit tu l'abordes. Écoute, c'est un exercice, ça fait maintenant la 9e année que je vais le faire, donc c'est un exercice que je connais quand même très très bien, mais c'est vrai que c'est toujours un exercice sur lequel on y va pas un peu reculant, mais quand même un petit peu, donc toujours un peu de stress, mais c'est aussi le moment parfait pour se dire, comment en fait on va construire notre stratégie de l'année prochaine, et même au-delà de l'année prochaine, et c'est super excitant à la fois. Et pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais aussi rapidement te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours et aujourd'hui de A-Team ? Donc moi je suis Head of Marketing chez A-Team. Avant ça j'étais chez RingCentral pendant 8 ans, d'abord dans l'événementiel, ensuite en gestion des campagnes marketing et par la suite j'ai pris le rôle de Head of Marketing pour la France chez RingCentral qui est du coup un groupe américain. Et aujourd'hui du coup c'est vrai que c'est, comme je le disais, un exercice que je fais depuis maintenant 9 ans, d'abord en tant que spécialiste sur les 2 premiers rôles que j'avais chez RingCentral et maintenant en tant que Head of Marketing depuis maintenant 2 ans. Et du coup, justement, ce qui est intéressant avec ton profil et ton parcours, c'est qu'au fil des années, tu as pu éprouver différentes méthodes, différentes manières de fonctionner. Et si tu devais nous donner aujourd'hui un peu, tu vois, les grandes étapes pour toi pour construire un plan marketing, savoir un petit peu par où est-ce qu'on commence et quelles sont les différentes étapes. C'est vrai que ça n'a pas été les mêmes workflows à chaque fois en fonction de quand je gérais les événements uniquement ou maintenant en tant que Head of Marketing où tu soutiens toute la stratégie de ton équipe marketing et du marketing de façon globale. Du coup, la première chose, quel que soit ton rôle, en fait, pour moi, ça va être vraiment de savoir avec qui tu vas devoir travailler ce plan et quand est-ce que tu dois les mettre, en fait, dans la préparation de ton plan. Okay. Ça va passer par ton CFO, ton CEO, ton manager en fonction de ton rôle, etc., etc. Pour comprendre, en fait, où est-ce que tu vas pouvoir aller chercher, justement, ta data, qui va pouvoir t'aider à le mettre en place et donc, savoir aussi quand est-ce que tu vas avoir besoin d'eux pour pouvoir ensuite avancer. Ensuite, du coup, ça va être de choisir aussi un petit peu la façon dont toi, tu veux le travailler, ce plan. Est-ce que tu veux partir de l'opérationnel, donc de faire du bottoms-up et ensuite aller relier les objectifs business, ou est-ce que tu veux plutôt partir de l'inverse, donc aller chercher d'abord la croissance que ton CEO, que ton manager veut aller chercher pour l'entreprise, et ensuite décliner tout ça vers l'opérationnel. Les deux sont possibles, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est vrai qu'avec la partie bottoms-up, on est vraiment très axé sur qu'est-ce qu'on a fait par le passé, qu'est-ce qu'on va faire là prochainement. On a potentiellement un peu plus de flexibilité parce qu'on va pouvoir ajouter des choses par-ci par-là, mais on peut aussi avoir l'inconvénient d'être un peu décorrélé du coup des objectifs business ou alors des autres départements au niveau des objectifs globaux. L'avantage du top-down, à l'inverse, c'est que du coup on va vraiment aligner du coup la stratégie marketing par rapport à la vision
global, holistique de l'entreprise. Et ça nous permet vraiment de fonder quelque chose de très solide au niveau de là où on veut aller par la suite. Une fois qu'on a ça, il va falloir du coup bosser les chiffres, c'est-à-dire devenir ton meilleur ami va devenir Excel ou Google Sheet en fonction de ce que tu utilises. Et donc faire des estimations, comprendre l'historique des différents scénarios. Et c'est là où en fait le fait de travailler avec des scénarios un peu à tiroir où du coup tu vas t'éviter de recréer 15 000 versions de ton fichier. Okay. Et du coup penser en fait de façon, voilà, si je fais une estimation pour tant d'ARR, ça va décliner du coup ce que ça va donner en termes d'objectifs pour le pipeline, pour le nombre de leads, etc. Et ça en fait c'est ce qui va aussi te permettre donc d'être assez solide quand tu vas ensuite devoir présenter tes chiffres à ton CEO ou à ton manager. L'idée ça va être vraiment de pouvoir avoir le maximum de preuves par ta data et donc aussi grâce à cette data objective de le comparer par rapport à la réalité. Parce que ton objectif peut ou pas matcher du coup par rapport à ce que toi tu vas pouvoir fournir ou pas. Et donc quand tu as ces objectifs, tu vas pouvoir du coup les mettre en corrélation avec concrètement combien de ressources humaines il va te falloir et combien de budget aussi il va te falloir pour atteindre ces objectifs-là. Dès que tu as tous ces éléments-là, c'est des éléments que tu vas pouvoir partager donc avec tes supérieurs, ton CEO, etc. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir des vraies discussions et qui va te permettre aussi d'avancer plus vite. C'est pas en un rendez-vous qu'on va acter sur le budget, sur les targets, etc. Tous ceux qui l'ont fait par le passé le savent très bien, ça se passe pas comme ça, même si c'est ce qu'on voudrait. Et ça prend toujours un peu plus de temps que ce qu'on imagine, et si les targets sont pas set-up au 1er janvier de l'année d'après, c'est pas surprenant non plus. Mais c'est ce qu'on se disait en plus en préparant, que tu as toujours l'objectif idéal que tu veux. Dans un monde idéal, ton plan pour l'année prochaine est déjà finalisé sur la fin d'année. La réalité, c'est que dans la majorité des boîtes, ça va être du janvier, février, parfois 100%. Mars. Enfin, moi, je le vois que la majorité des CMO avec qui j'échange, on est plutôt dans ces timings-là. Donc, si ça vous rassure, vous n'êtes pas seul. On est tous à la bourre sur le plan de l'année suivante. C'est toujours un peu ça. Et puis forcément, l'étape d'après, une fois qu'on a acté en plus avec le CEO sur, voilà, ça va être les objectifs. Maintenant, ça va être aussi de pouvoir avoir ce plan concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que dire qu'on veut aller générer, je vais te dire une énormité, mais 10 000 leads dans l'année, ok, mais concrètement, comment tu fais comment ? Donc, c'est là où, en fait, il faut savoir aussi pouvoir impliquer tes équipes au bon moment pour leur dire, voilà, tu sais qu'on va commencer à travailler, par exemple, en novembre sur le plan de l'année prochaine. Donc, après ces premières discussions au niveau top exécutif, ça va être aussi de se dire, toi, au niveau de l'opérationnel, dans mon équipe, comment tu peux me proposer un plan, lui aussi à tiroir, qui du coup pourra plus facilement matcher avec les objectifs globaux qu'on va travailler avec le leadership, la leadership team. Et justement, en termes de timing, tu dirais du coup, à partir de quel moment tu commences à travailler ton plan, à partir de quel moment tu commences à intégrer tes équipes pour qu'on puisse avoir un petit peu une idée ? D'habitude, c'est un exercice que j'aime beaucoup commencer l'été. Okay. Alors, ça peut paraître très en amont, mais c'est aussi un moment où, du coup, en fonction de si tu as des vacances ou pas, c'est aussi beaucoup plus calme. Ouais. Et donc, ça te permet aussi de te poser les bonnes questions, commencer à rassembler ta data, savoir un peu comment tu veux réfléchir pour l'année prochaine, etc., etc. Après, dans la réalité des faits, ça dépend aussi des urgences à gérer au quotidien, etc. Maintenant, là, j'ai commencé à m'y mettre depuis début octobre, si tu veux. Doucement mais sûrement, c'est un projet qui est un peu en fil rouge de ce qui se passe en ce moment et qui, du coup, en fait, parce que très clairement, tout ce qui est aussi construit là sur Q4 va aussi avoir son impact sur l'année prochaine. Et donc, c'est aussi des éléments que j'intègre, en fait, dans mes estimations pour 2026 et même au-delà de ça, pour 2027, parce que 2026 va aussi me fournir mon départ, en fait, pour 2027 et comment, du coup, on va construire de fil en aiguille, justement, ces différents éléments avec le reste de l'équipe. Ouais, parce que c'est ça, tu as à la fois ton année, mais tu as aussi les années suivantes. Comment est-ce que tu fais pour avoir une vision long terme et faire en sorte que tout soit cohérent entre les résultats que tu as eus cette année, tes projections sur l'année prochaine et l'ambition et du coup la vision de la boîte à plus long terme? C'est pour ça que c'est très intéressant d'essayer de travailler en fait tes calculs, tes tableaux par rapport justement à des valeurs qui peuvent être changées facilement pour que du coup tu puisses rapidement en fait ressortir les nouveaux chiffres. Ouais. Te dire voilà, si tu estimes que pour en fait Q1 tu vas avoir X pourcentage de ton pipe Q4 qui va pas closer en Q4 mais qui du coup va être décalé à Q1, c'est du pipe aussi que tu sais que tu vas avoir en moins à aller chercher en Q1 et que du coup tu vas pouvoir mieux retravailler ton plan par rapport à ces objectifs-là. Et en fait, tu fonctionnes de la même façon par rapport à ton temps de cycle de vente pour le reste de l'année et donc
pour préparer l'année d'après. Ouais, donc tu as vraiment cette flexibilité de dire tu construis ta base, mais que tu puisses facilement changer et intervertir les chiffres, du coup, en fonction à la fois des ambitions qui peuvent changer, des résultats sur la fin d'année. Et Exactement. Comme tu disais, les différents scénarios, j'aime bien cette vision et je trouve que ça, c'est vraiment top en termes de méthode d'avoir plusieurs scénarios aussi. Tu vois, vraiment le meilleur scénario, le moyen, le moins bon. Et comme ça te permet vraiment d'avoir différentes options finalement. C'est une agilité, je pense, qui est nécessaire parce que tout va très vite. Il faut quand même savoir évoluer en même temps. Et pour autant, il faut aussi savoir s'aligner par rapport aux objectifs de l'instant T, quoi. Donc, encore une fois, ça va aussi dépendre de ton temps de cycle de vente. En fonction de, ça va plus ou moins changer. Mais au moins, ça te permet, toi, de savoir retomber facilement sur tes appuis s'il y a un changement au niveau de la demande ou si on fait un quarter exceptionnel en Q4 et qu'on a très peu de pipe, du coup, qui est pour Q1 ou à l'inverse, un quarter moins bien. Enfin, voilà. Cette flexibilité, c'est, je pense, crucial si tu veux pouvoir ne pas avoir à créer 21 documents ou 21 tabs dans ton doc pour chaque analyse. Et puis, c'est aussi pour toi, pour t'aider, en fait, à mieux préparer tout ça. Et justement, tu vois, on parle pas mal de data KPI. Quels sont un peu tes recos aussi là-dessus sur quels sont les principaux KPI qu'on doit retrouver et aussi comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre tes KPI principaux et pas te perdre non plus dans tout un tas de métriques parce que finalement, ça peut vite être sans fin. Ça peut vite être sans fin. On peut vite, en fait, aller chercher tous les différents KPI. Et ça, du coup, c'est un peu un premier travail de fond qui va prendre du temps, mais qui, au final, va être ta base qui peut te servir pour cette année, pour l'année prochaine, etc. etc. Parce qu'en fait, c'est le genre de boulot qui met du temps à setup par rapport à la logique. Mais après, une fois que c'est fait... Ça tourne super bien. Et la façon dont je travaille, donc avec ces différents scénarios, c'est que du coup, je vais avoir des scénarios aussi au niveau de mes objectifs de taux de conversion, par exemple. Okay. Et donc, je vais me faire des taux de conversion mauvais, des taux de conversion bons et des taux de conversion, par exemple, exceptionnels. Et en fonction d'eux, du coup, tu vois, ça va aussi pouvoir me dire, voilà, en fait, ce qu'on peut générer avec ces taux de conversion-là. Voilà ce qu'on va pouvoir générer avec les super bons. Mais par contre, si on génère autant avec les super bons, ça va aussi découler sur une autre question, c'est qu'est-ce qu'on va avoir besoin en termes de ressources humaines et en termes de ressources budgétaires. Et ça, du coup, le fait d'avoir tes 3 scénarios, ça va aussi te permettre de commencer à aborder ces discussions-là aussi avec ton CFO, ton CEO. Et justement, tu me fais la transition parfaite. Une fois que tu as validé tous ces KPI-là et que tu es OK dans les grandes lignes, que tout a été validé, comment est-ce que tu t'assures de mobiliser les bonnes ressources derrière, à la fois du coup en termes de temps que tu vas pouvoir y passer, d'équipe, les deadlines que tu te mets pour pouvoir justement atteindre ces objectifs? Alors, il y a 2 choses. La data, c'est ça qui va te permettre de comprendre un petit peu ce que tu vas pouvoir fournir ou pas par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et la deuxième chose, c'est le retour terrain. Donc, c'est là où tu vas commencer justement à aller un peu plus creuser la partie opérationnelle, dans cette idée où tu fais le top-down, en tout cas. C'est là où, en fait, tu vas pouvoir concrètement te rendre compte que très simplement, si tu n'as pas de personnes suffisantes pour engager tous les leads du monde que tu peux créer, en fait, ton taux de conversion, il ne peut pas être exponentiel, lui, pour autant. À l'inverse, si tu as largement assez de personnes, mais que ton budget il ne va pas être assez élevé pour ensuite aller chercher le volume, c'est pareil. Il va y avoir un point bloquant. Donc en fait, ces choses-là, ça va être assez visible directement en fait dans tes tableaux et en même temps relié avec les insights de tes équipes qui ont aussi, tu vois, le retour terrain supplémentaire qui va du coup appuyer tes chiffres. Sur la partie budgétaire, comment est-ce que tu arrives à aller défendre auprès du top management le budget dont tu as besoin pour pouvoir atteindre tes objectifs? Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager tes retours d'expérience là-dessus, ce que tu as pu éprouver et quels seront un peu tes recos pour arriver finalement avec des arguments solides? Parce que tu vois, là, on est dans un contexte qui est que ce soit à la fois en B2B mais aussi en B2C pour les boîtes qui est plutôt compliqué. Il y a toujours ce truc de on a envie de faire plus, d'avoir des objectifs plus ambitieux avec moins de budget marketing, donc je pense que ce point de tension, il est vraiment central. 100%, et c'est vrai que c'est toujours un peu la discussion un peu touchy, parce qu'on veut toujours faire des choses incroyables, mais avec pas grand-chose. Et c'est vrai que je pense que c'est important de rappeler que le marketing, c'est pas de la magie. On peut faire énormément de choses si on en a les moyens, et on peut aussi être ultra créatif avec des petits moyens. Les deux sont possibles.
Ça, je dis pas le contraire. Par contre, en effet, et c'est là où du coup, on va revenir en fait à la même réponse, c'est ta data. Ta data, elle va te prouver par A plus B, et quand tu as des discussions avec ton CEO et ton CFO, ta data, elle est irréfutable en fait. Et si tu bases tes discussions là-dessus, tu ne peux que en fait avoir un échange de qualité, je pense, parce que ils vont comprendre en fait concrètement pourquoi on est limité par ça. Si du coup tu leur montres les chiffres qui expliquent pourquoi on est limité par ça. Et là, c'est super important du coup d'avoir pu avoir tous tes insights, toute cette data à jour, et du coup de travailler vraiment main dans la main, à la fois avec ton CFO dans un premier temps pour récupérer ces informations, et avec ton CEO qui va lui plutôt avoir une un peu plus élargie encore, et aussi un peu opérationnel en fonction de ta taille de boîte, qui va du coup aussi te challenger en fait sur ce que tu vas lui présenter. Et justement, là-dessus, tu vois, sur la data, autant quand on est sur des actions très orientées perf, c'est facilement justifiable, autant quand on va être plutôt sur des actions de brand, de contenu, avec du ROI qui est plus difficilement mesurable à court terme et même à long terme, c'est toujours des lignes de budget qui sont difficiles à débloquer. Quels sont un peu tes retours là-dessus ? Chez RingCentral, comme là chez A-Team, on a toujours voulu travailler à la fois forcément ta partie brand et ta partie performance. L'idée, c'est toujours d'arriver à trouver le bon équilibre et de pouvoir justement essayer de traquer ce qui est traquable. Même en partie brand, on a quand même des KPI qui vont pouvoir être traqués, c'est juste qu'ils sont plus difficilement reliés au business. L'avantage, en tout cas, que j'ai chez A-Team, c'est que je trouve que j'ai pas ou peu de besoin en fait d'avoir à justifier certains éléments de brand, parce qu'on comprend en fait assez rapidement en interne le besoin en fait de visibilité, le besoin de faire connaître notre image de marque, notre solution, etc. en fait sur le marché. Maintenant, moi ce que je trouve assez intéressant et ce qui peut être plus facile en fait à vendre ton idée de faire une initiative qui soit vraiment très côté brand à ton CEO, ça va être en fait de packager cette initiative avec un peu de performance. De façon à ce que tu fasses du multi en un. C'est-à-dire, tu vas à la fois organiser par exemple un webinaire avec un partenaire et un de tes clients. Ça va te donner à la fois de la visibilité, mais ça va aussi te fournir des leads. Et en fait, ce contenu-là peut être aussi repackagé par la suite et donc être décliné en différents posts LinkedIn, en blog posts, etc. Et l'idée, ça va être, tu vois, de pouvoir être le pluridisciplinaire en fait autour d'un seul événement ou d'une seule initiative. Ouais, et de montrer que ça peut être réutilisé dans différents points de contact et qu'une action initialement brand va pouvoir servir la boîte au fil des mois à travers différentes actions. Exactement. Et du coup, voilà, cette idée de repackaging, cette idée de en fait, de pas avoir juste une action one shot, mais de l'inclure vraiment dans ta stratégie global marketing, ça va te permettre, toi, d'avoir aussi suffisamment de contenu à partager sous différents formats. Et en fait, ce n'est que positif dans ce contexte que tu disais très bien tout à l'heure, où on veut faire plus avec moins. Voilà, comment tu peux faire en sorte que ton initiative ne vive pas toute seule sur un instant T. Et justement, une fois que toi, tu as en tête tes objectifs, le budget et les ressources que tu vas pouvoir mettre en face pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, comment est-ce que finalement, tu vois, on parlait des différentes actions, tu arrives à un moment donné à dérouler toutes ces actions-là sur l'année et à réussir à les cadencer, tu vois, j'imagine, par trimestre, et ensuite voir comment est-ce que tu arrives à embarquer tes équipes dans ce plan? Alors, en plusieurs étapes, forcément, parce que tu vas déjà passer par, encore une fois, repartir de ta data historique, savoir à peu près comment tu performes d'un quarter à un autre. Enfin, on connaît tous, c'est pas nouveau, mais tu vas forcément avoir un peu moins de business qui vont tomber sur les périodes d'été, bizarrement, surtout en France. Et du coup, à l'inverse, ton Q1 et ton Q4 vont être les 2 quarters porteurs en fait, de ton année. Donc, en utilisant ta data historique, tu vas pouvoir te dire, OK, donc je vais mettre plus d'importance et plus de machines et donc de budget aussi sur ces quarters-ci. Et à l'inverse, en mettre moins sur les autres. Ça va te permettre aussi de te dire, maintenant qu'on sait combien en fait on doit faire sur tes différents trimestres, avoir ton mois par mois qui va être décliné et donc donner tes priorités sur tel et tel mois avec tes initiatives qui sont destinées pour justement répondre à ces objectifs-là. Et est-ce que tu aurais peut-être des exemples à nous partager, tu vois, de vous, ce qui est dans les tuyaux chez A-Team pour qu'on puisse un petit peu illustrer tout ça ?
Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai qu'on a, depuis septembre, essayé de relancer la cadence au niveau des webinaires qu'on fait. On essaie vraiment de travailler main dans la main avec nos clients à travers différents webinaires notamment. C'est une volonté en fait de leur donner la parole et pour partager leur retour d'expérience, partager leur challenge. Et en fait, on se rend compte qu'en faisant ça, ça c'est pareil, c'est pas nouveau, mais en faisant ça, on a vraiment d'autres clients à nous qui reviennent vers nous en nous disant « je me rendais pas compte que ça pouvait être fait comme ça ». Et donc, ça m'intéresse. Ces retours-là qu'on a eus suite à des webinaires, c'est clairement ce qu'on veut continuer à avoir. Donc, on va continuer à travailler en fait les prises de parole de nos clients. On va travailler aussi nos présences en fait sur les différents réseaux, à la fois en organique et en payant. C'est, je pense, un peu lambda, mais c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir partager tout le contenu en fait qu'on va créer de l'autre côté avec nos clients, main dans la main, et avec nos partenaires. Et dans cette optique où tu veux aussi pouvoir faire plus avec peu, le fait de t'associer avec de bons partenaires et de prévoir en fait des actions qui vont être diffusées pas que par ta propre marque, ça va aussi te permettre d'étendre ta visibilité à une autre audience via d'autres canaux auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Je te donne un exemple. On a par exemple participé à la Talent Experience Masterclass en octobre avec Empowill et ça nous a permis vraiment de rencontrer, de prendre la parole en fait sur un sujet qui est cher pour A-Team. C'était vraiment, tu vois, l'expérience collaborateur, mais des collaborateurs terrain. Okay. Et qu'on n'aurait pas forcément fait, si tu veux, si on n'avait pas eu cette opportunité-là. Ou alors, on n'aurait pas eu autant d'impact. Et à l'occasion de ce webinaire, on a pu prendre la parole notamment avec notre client de chez Veolia. Et tu vois, c'est des retours concrets qui permettent à la fois de montrer l'expertise de nos clients, montrer l'expertise de notre marque. Et ça, en fait, tout le monde y gagne. Et justement, tu vois, ça, comment est-ce que tu l'intègres finalement dans ton plan et tu te donnes des objectifs de rythme, de ressources que tu vas mettre derrière ? C'est ça. En fait, on va essayer de travailler en cadence. Donc, toujours avoir en fait un client prêt pour la suite ou une thématique qui se lie justement à la façon dont on veut faire évoluer notre image, à la façon dont on veut aller communiquer à l'externe. Et du coup, en fait, on va se donner des objectifs marketing par rapport à ça. L'idée, c'est de vraiment pouvoir avoir suffisamment de contenu, suffisamment fréquemment, pour pouvoir justement répondre à ces objectifs par la suite. Et c'est donc de travailler forcément main dans la main avec toutes les équipes. Et c'est ça qui est génial, justement, c'est qu'on ne va pas faire ça juste de notre côté, côté marketing. Et c'est pour ça, moi, que j'aime beaucoup d'ailleurs le marketing, c'est qu'on va pouvoir en fait travailler main dans la main avec les CSM, avec les sales, avec ton CEO aussi, parce que du coup, en fait, tu vas pouvoir organiser, tu vois, toutes ces différentes initiatives avec le reste de la boîte. Et mine de rien, en fait, quand tu commences à impliquer tout le monde, le gros avantage, c'est que tout le monde va aussi se sentir prendre part à la stratégie, à leur échelle, selon leur département. Et donc, en fait, on travaille vraiment tous vers le même objectif à la fin. Et comment justement tu fais pour embarquer tes équipes là-dedans, dans ce plan-là, pour qu'elles soient motivées, pour qu'elles interviennent au bon moment et surtout que tu aies cette énergie qui continue finalement sur la durée et que ce soit pas juste le plan, ok, cool, mais qui finalement, en fait, après, va être un peu délaissé. Bien sûr. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est un kick-off de l'année, de façon à, en fait... ils savent ce qui va se passer de toute façon déjà à ce moment-là, tu vois, pour l'année. Mais l'idée, c'est voilà, ok, on reprend les bases et on repart aussi des objectifs business. Parce que c'est pas parce qu'ils sont pas head of marketing, par exemple, dans l'équipe, que en fait, ils sont pas censés ne pas savoir en fait où est-ce qu'on veut aller au niveau du business. C'est dommage, je pense, si on les scinde par rapport à ça. Au contraire. Donc, on repart de ces objectifs business. On va ensuite décliner ça en objectifs marketing pur et explorer en fait comment on va atteindre ces objectifs-là en repartant de voilà ce qui va se passer chaque trimestre. Ce kick-off, j'aime bien le faire à l'année, mais c'est vrai que tu vois, par exemple, là en 2025, étant arrivée en cours d'année chez A-Team, l'idée, c'est que j'en ai fait un pour la deuxième partie de l'année, pour m'assurer qu'en fait, juste sur S2, qu'est-ce que ça va donner en termes de collaboration entre les sales, les CSM, le marketing, pour s'assurer justement qu'on puisse délivrer ce qu'on avait à délivrer dans notre plan. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, ça va être aussi de choisir des objectifs
individuelles qui sont ensuite revues de façon trimestrielle et qui te permettent en fait de savoir un peu comment on avance. C'est une responsabilité que tu vas donner aux personnes de ton équipe. Ça va être leurs projets à eux qu'ils vont porter et sur lesquels ils vont devoir aussi te rendre des comptes. Forcément, ça va aussi leur demander de s'impliquer plus sur ces projets en particulier. Et le fait de les revoir de façon trimestrielle et même au quotidien si nécessaire, c'est ce qui va te permettre aussi d'avoir une sorte de vision à plus long terme pour eux, qui sont vraiment à la base dans l'opérationnel et qui peuvent parfois être un peu décorrélés de la partie, la vision, la big picture, quoi. Ouais, donc ça fait vraiment ta feuille de route où finalement, eux vont avoir les actions opérationnelles et leurs objectifs à eux, mais en même temps, ils sont reliés au business de la boîte aussi. Et je pense que c'est important pour avoir la compréhension globale et aussi donner du sens à tes actions et comprendre pourquoi est-ce que tu as, toi, à ton échelle, ces objectifs-là qui te sont fixés. C'est ça. Ce que j'aimais aussi beaucoup faire chez Ring Central, c'était on avait des all ends quarterly. Qui remontait en fait ce qui s'était passé pendant le quarter précédent. Et donc là, à l'occasion de ces présentations, j'aimais aussi pouvoir donner la parole aux personnes de mon équipe sur les projets qu'ils avaient l'idée. Quand c'était par exemple un gros événement ou une grosse campagne qui venait d'être lancée, c'était aussi leur donner la visibilité sur concrètement quel a été leur rôle en fait dans cette initiative-là, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a potentiellement pas fonctionné aussi. Mais du coup, tu vois, de dire un petit peu voilà ce que fait le marketing. Tu n'auras pas forcément ça dans un contexte de petite boîte, mais quand tu commences à rentrer dans des grands groupes où tu as beaucoup de départements différents, tu te rends vite compte qu'il y en a beaucoup qui ne bossent pas en direct avec le marketing, qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'on fait. Et ça peut être frustrant à la longue parce que tu te dis... c'est pas parce qu'on bosse pas ensemble au quotidien que pour autant le marketing ne va rien faire derrière. Donc en fait, le fait d'avoir cette visibilité à la fois sur l'équipe de façon globale, mais aussi sur certains individus qui vont du coup pouvoir promouvoir leur propre travail, ça permet d'une autre façon, et c'est là que je refais le lien avec ta question, c'est que ça les embarque aussi de façon plus fréquente et ça leur donne une fierté de ce qu'ils ont pu délivrer. Ouais, et puis de les valoriser et de les impliquer. Ce que j'aime bien dans ce que tu nous partages, c'est que finalement, ça se fait à différentes étapes. Tu as en amont, toi, tu définis les grandes lignes et après, tu les embarques pour t'aider à valider ça et aller plus dans le micro. Après, tu as ce momentum du coup, on lance un peu, tu vois, en mode événementiel, on va dire kick-off, du coup, pour marquer finalement le moment. Et après, tu gardes cette tension-là, à la fois avec du suivi, mais aussi en continuant de les valoriser et de leur faire prendre la parole. Et du coup, je trouve que ça responsabilise d'autant plus, ça met en avant la fierté et tu te sens pas juste dans l'opérationnel, tu te sens vraiment embarqué dans un projet beaucoup plus global. Et à mon sens, c'est ce qui fait que le bateau finalement va dans le bon sens derrière parce que tu as un seul et même équipage et tout le monde est mobilisé pour le faire avancer, quoi. C'est ça, et puis ça va vraiment aussi aider sur ta partie collaboration. Le fait que du coup tu avances aussi avec les différents membres de ton équipe sur différents sujets sur lesquels en fait ils vont aussi pouvoir bosser ensemble plus facilement parce que tu as cette visibilité, parce que tu as ce partage d'informations, etc. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Peut-être avant de clôturer cet épisode-là pour restructurer un petit peu tout ça, parce que du coup, c'est vrai que j'ai voulu creuser certains points plus que d'autres. Est-ce que tu pourrais nous redonner du coup les différentes étapes pour construire son plan marketing ? Bien, pour moi, du coup, comme je te disais tout à l'heure, on part de tes interlocuteurs avec qui en fait tu vas devoir bosser sur ce plan pour comprendre quand est-ce que tu vas les embarquer. Ensuite, travailler ta data. Ça va être vraiment l'élément central de tout ton exercice. Et c'est ce sur quoi tu vas pouvoir baser next step, ta présentation, tes échanges avec ton manager, ton CEO, ton CFO, etc. Ça va être ensuite de pouvoir comparer ces objectifs avec ce qui va concrètement être nécessaire d'avoir en termes de ressources humaines et en termes de budget. Et que du coup, une fois que tu vas avoir tes objectifs de définis, de pouvoir travailler ce plan concret, comment tu vas pouvoir aller assurer en fait la bonne réalisation et le achievement de ces objectifs. Et c'est à ce moment-là du coup que tu vas embarquer tes équipes avec ces objectifs qui sont précis de façon à pouvoir à la fois set-up de façon plus rapide avec eux les initiatives validées pour l'année prochaine.
Parfait. Merci beaucoup pour ce petit récap. Ça permet de bien tout restructurer, qu'on puisse avoir les éléments en tête. Et dernière question que j'aimerais te poser, Jennifer, c'est quels sont, tu vois, là, si on pense à tous nos responsables marketing qui sont le bec dans l'eau entre les priorités Q4, les projets finalisés sur la fin d'année et préparer la feuille de route 2026, quelles sont les bonnes pratiques, les apprentissages que tu pourrais leur partager pour les aider à finaliser leur plan? Le premier, ça va être si à un moment donné tu bloques sur ton Excel ou ton Google Sheet, juste take a breath. Demande de l'aide. Enfin, vraiment, si on est bloqué sur quelque chose, rester 3000 ans dessus, ça va nous frustrer plus qu'autre chose. Donc, ne pas hésiter à prendre 5 minutes ou à revalider certaines choses avant de pouvoir avoir tes discussions en fait, sur tes chiffres avec les différents interlocuteurs avec qui tu dois justement bosser. Le deuxième, ça va être de ne pas se fixer un objectif irréaliste au niveau de la validation de tes objectifs. Parce que là, c'est pareil, tu risques d'être frustré. Ou c'est en le fait, piège en plus, c'est le piège d'accepter, tu vois, ouais. Voilà, et c'est le piège aussi de se dire, tes objectifs, c'est bon, ils vont être validés au fin novembre, on va être bon pour début décembre. Tu n'es pas seul en fait dans cet exercice-là. Et donc, faut aussi être flexible au niveau de l'avancée, de la façon dont ça va se passer. Le troisième élément, ça va être de bien prévenir aussi en amont tes équipes du fait que ça arrive, pour qu'eux puissent se préparer aussi pour le moment où ça va être à eux de rentrer en scène. Et ça, mine de rien, ça peut être oublié parce qu'en fait, on est à fond dedans. Okay. Et donc, un petit point d'attention là-dessus. Et le dernier, c'est autant il faut travailler tes targets de façon à pouvoir matcher les attentes de ton entreprise. Autant il faut aussi rester flexible quoi qu'il arrive par rapport au marché. Ça bouge, bien, pas bien. Donc, ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on soit flexible pour pouvoir suivre ce mouvement-là et pouvoir du coup aligner nos objectifs et nos initiatives à lancer et à exécuter par rapport à ça. Oui, c'est pas gravé dans le marbre, c'est évolutif et ça donne la direction. Mais après, bien évidemment, l'idée, c'est que ça puisse bouger aussi si besoin. Et de toute façon, tout marketeur a l'habitude d'avoir des revues de façon assez régulière. Alors, si on coupe ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou alors, finalement, j'ai un petit peu de budget disponible, mais tu as 24 heures pour savoir comment le dépenser. Donc voilà, cette flexibilité est primordiale dans ce genre d'exercice pour moi. Mais voilà, comme tu le disais aussi, attention à pas accepter tout pour justement finalement te rendre compte que tu as accepté des targets qui sont juste irréalistes. Ouais, et ça, je pense que c'est vraiment le piège dans lequel on tombe tous au début. Et t'as un peu ce truc où tu dis, ouais, mais je suis ambitieux, ça va le faire. Non, en fait, si t'as pas la data pour te prouver par A plus B que c'est possible, en fait, n'y va pas. Et justement, ces différents scénarios sont là aussi pour t'aider à avoir quelque chose de réaliste, quelque chose de très ambitieux et à l'inverse, quelque chose un peu en dessous du niveau que t'es largement sûr d'atteindre. Exactement. Et je pense qu'on l'a assez répété pendant tout l'épisode, mais voilà, la data. Très clairement, ça va être vraiment la pierre angulaire en fait de cet exercice-là pour n'importe qui et peu importe ton rôle en fait au niveau du marketing. Super. Et écoute, merci beaucoup Jennifer pour tout ce que tu nous as partagé. Avec C'était plaisir. vraiment un super épisode. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles sur le podcast et à nous laisser un petit commentaire. Merci beaucoup, à très vite.